Alors, dans les années 1970, un certain nombre de données géologiques, géophysiques et géochimiques vont permettre d'aboutir au modèle actuel de la tectonique des plaques. Alors, depuis les années 70, de nouvelles techniques, de nouvelles approches théoriques et aussi pas mal d'innovations technologiques ont permis de mettre à l'épreuve ce modèle, de le compléter et de le renforcer, comme on va le voir dans cette capsule. Alors au début des années 70, des données volcaniques et sédimentaires vont permettre de confirmer les mouvements des plaques lithosphériques tout en précisant leur direction et leur vitesse. C'est notamment des précisions qui vont être apportées par l'étude du volcanisme de points chauds ainsi que des études des sédiments du plancher océanique. Alors en ce qui concerne le volcanisme de points chauds, si on prend l'exemple ici de la chaîne volcanique Hawaï, qui est située dans l'océan Pacifique, on constate qu'elle est constituée d'un alignement de volcans, en général sous-marins, qui sont inactifs. Et le dernier volcan, ici, est un volcan actif, comme le Kilauea. Et ce volcanisme est original parce que, contrairement à tout ce qu'on a vu précédemment, il n'est pas localisé aux frontières de plaques, mais à l'intérieur même d'une plaque. En 1971, Morgan propose d'interpréter ces alignements volcaniques à l'intérieur de cette plaque pacifique, en fait, par le déplacement de cette plaque au-dessus d'une source intermittente de magma cette source va être considérée en fait comme fixe, donc au-dessus de cette plaque qui elle va se déplacer. C'est ce qu'on va qualifier de point chaud. Alors sur ce schéma, on va comprendre donc la formation de la formation de cet alignement de volcans. Alors si on prend une situation initiale ici avec ce point chaud qui est donc considéré comme fixe et une plaque au-dessus, ça génère un volcanisme ici qu'on va appeler un volcanisme de point chaud. La plaque se déplaçant, donc ici vers la gauche, ce volcan qui était actif va se retrouver dans cette position ici, c'est-à-dire n'est plus situé au-dessus du point chaud, ne va plus être alimenté en magma, il va donc être inactif. Et c'est donc un nouveau volcan actif qui va apparaître au-dessus de ce point chaud. Et la plaque avançant, ce volcan, ce premier volcan entre guillemets, va se retrouver de plus en plus loin du point chaud. Alors que va se former ici un alignement de volcans dont le dernier ou les derniers seront actifs et qui vont trahir le sens d'avancée de la plaque. Alors en connaissant l'âge des volcans et leur distance par rapport au point chaud, on peut déterminer la vitesse de déplacement de la plaque et on arrive à des vitesses de déplacement de quelques centimètres par an. Alors ce modèle de la tectonique des plaques va être également enrichi par l'étude des sédiments du plancher océanique et notamment par la détermination de l'âge de ces sédiments océaniques. Ces centaines de forages ont permis au milieu et à la fin des années 70 d'arriver à l'élaboration d'une première cartographie du fond des océans et de la détermination de l'âge des sédiments qui sont en contact du basalte sous-jacent. Alors que montrent ces résultats? Alors on va se baser ici sur cette coupe où on repère une dorsale ici sur la droite et ici on a une distance croissante par rapport à la dorsale. Et donc le plancher océanique, le basalte, où est déterminé l'âge des sédiments océaniques en contact avec ce plancher océanique. On constate que plus on s'éloigne de la dorsale, plus les sédiments sont épais. Ici, les rectangles rouges numérotés ici de 14 à 21 correspondent au forage. Également que plus on s'éloigne de l'axe de la dorsale, plus les sédiments au contact du plancher océanique sont de plus en plus âgés. Et que l'âge des sédiments est symétrique par rapport à l'axe de la dorsale. Alors ça permet de faire des calculs de vitesse d'expansion des dorsales, et ces calculs de vitesse d'expansion des dorsales sont aussi de l'ordre de quelques centimètres par an, variables suivant les océans. Et on aboutit à deux types de dorsales, des dorsales qu'on va qualifier de lentes et des dorsales qualifiées de rapides. Alors toujours est-il que l'étude des sédiments du plancher océanique et l'étude du volcanisme de point chaud
convergent vers des résultats identiques, c'est-à-dire des vitesses de déplacement de plaques de quelques centimètres par an, et ça rejoint les vitesses qui avaient été mesurées par l'étude des anomalies magnétiques. Alors depuis les années 1990, une évolution technologique majeure va venir confirmer le modèle. Il s'agit en fait donc des mesures de déplacement des plaques lithosphériques par GPS. Alors cette technique utilise des satellites pour positionner au millimètre près des stations qui sont réparties sur l'ensemble de la planète, et on peut ainsi mesurer en temps réel les vitesses de déplacement des plaques lithosphériques sur quelques années. On peut déterminer ainsi la vitesse donc de déplacement d'une plaque et ainsi que le sens de déplacement de cette plaque, notamment en mesurant son déplacement en latitude et son déplacement en longitude. On a ainsi donc un vecteur qui est la somme des déplacements en latitude et longitude et qui indique le sens et la vitesse de déplacement, ici de l'ordre par exemple de 2,4 cm par an. Alors on peut ainsi mesurer une vitesse entre guillemets absolue des plaques actuellement sur Terre, et ce qui est intéressant, c'est que ces déplacements qui sont déterminés grâce aux données GPS sont totalement cohérents avec ceux qui ont été déduits des anomalies magnétiques, des alignements volcaniques et des données sédimentaires sur plusieurs centaines de millions d'années. Ainsi, les données GPS viennent confirmer l'aspect prédictif du modèle de la tectonique des plaques. Alors pour mieux comprendre ce modèle, il faut comprendre aussi les mécanismes qui permettent la mise en place de la lithosphère océanique au niveau des dorsales, et de comprendre en quoi les données actuelles vont confirmer aussi l'existence du phénomène de subduction. Alors on avait déjà signalé dans les capsules précédentes que un certain nombre d'observations réalisées par des submersibles permettent d'observer quasiment en temps réel au niveau des dorsales les phénomènes volcaniques qui sont responsables de la mise en place des basaltes de la croûte océanique. D'autres données, notamment sismiques, montrent qu'il y a la présence de roches qui sont partiellement fondues à l'aplomb des dorsales, et que à ce niveau, l'isotherme 1300 degrés est très proche de la surface, ce qui va traduire un amincissement de la lithosphère et au contraire une remontée ici de la sténosphère. Cette remontée de matériel chaud au niveau de la dorsale est confirmée par les données de la tomographie sismique. On voit par exemple ici à l'aplomb de la dorsale Atlantique Sud que la vitesse des ondes P est très fortement ralentie, ce que dénote cette couleur rouge ici, ce qui confirme donc un matériel moins dense et donc plus chaud. Alors ce graphique va nous permettre de comprendre comment un magma peut se former à l'aplomb des dorsales. Alors plusieurs éléments sur ce graphique pour le comprendre. Ici en abscisse vous avez donc la température des roches, en ordonnée ici donc la profondeur, c'est-à-dire également la pression que vont subir ces roches. Sur la courbe en pointillé rouge ici, on a le géotherme de dorsale, c'est-à-dire l'évolution de la température en fonction de la profondeur. Et puis ici, trois domaines indiqués solides, liquide plus solide, séparés ici par ce trait noir qu'on appelle le solidus, et une troisième zone, liquide. Ça correspond à l'état de la roche péridotite en fonction des températures, en fonction de la température et de la pression. On a dit précédemment qu'à l'aplomb des dorsales, il y avait une remontée de la sténosphère. Donc on va suivre cette asténosphère donc en suivant le géotherme de dorsale. Jusque à peu près 80-100 km de profondeur, les roches de ce manteau asténosphérique sont solides. Arrivé à peu près à 80-100 km de profondeur, on se rend compte qu'elles franchissent le solidus, c'est-à-dire qu'une partie de ces roches va entrer en fusion partielle, donc elle va être partiellement fondue, générer un liquide de composition basaltique. Et cette fusion partielle va exister jusqu'à peu près 20-30 km de profondeur. Et ensuite la péridotite qui se retrouve au-dessus, elle va être solide.
Donc, suite à la remontée de la sténosphère, eh bien, une partie des roches du manteau va subir une fusion partielle et donc générer un magma qui va remonter vers la surface parce que c'est un magma qui est de densité moins importante que les roches qui l'entourent et éventuellement poussé par les gaz qui le composent en partie. Ce magma va être à l'origine du phénomène d'accrétion au niveau des dorsales, c'est-à-dire de la formation de lithosphères océaniques à partir d'un magma basaltique qui est donc d'origine mantélique comme on vient de voir. Ce magma remonte par différence de densité et vient s'accumuler à quelques kilomètres sous la dorsale au niveau d'un réservoir magmatique. Au niveau de ce réservoir magmatique, eh bien, une partie de ce magma va remonter vers la surface par l'intermédiaire de failles et de fractures. Il va donner naissance à des roches de type volcanique qui vont se refroidir très rapidement comme le basalte. Par contre, une partie du magma va cristalliser en profondeur, donc une cristallisation plus lente, et va donner des roches de type plutonique comme le gabbro. En ce qui concerne donc la péridotite qui, elle, eh bien, n'a pas fondu, la péridotite résiduelle, eh bien, elle va former ce qu'on appelle la péridotite lithosphérique et constituer donc la base de cette lithosphère océanique. Donc, comme on le voit sur ce schéma, la croûte océanique composée de sédiments bien sûr ici, de basalte, de gabbro et ici à la base de la lithosphère océanique, la péridotite résiduelle, donc la péridotite lithosphérique. Ainsi, des données actuelles confirment que de lithosphère océanique est donc formée de manière continue au niveau des dorsales. Alors, les données océanographiques montrent que aucune lithosphère océanique n'est âgée de plus de 200 millions d'années environ. Alors, les données actuelles d'analyse de la lithosphère océanique vont nous permettre de comprendre ce phénomène. Effectivement, plus on s'éloigne de la dorsale, plus on va s'éloigner, entre guillemets, de la source de chaleur au niveau de cette dorsale. Et donc, plus l'isotherme 1300 degrés, qui va définir la base de la lithosphère océanique, eh bien, plus cet isotherme va être profond. Et donc, on va avoir un épaississement par la base de la lithosphère océanique au détriment de la sténosphère. Lors de cet éloignement aussi par rapport à la dorsale, eh bien, on va constater que certaines roches vont se transformer en roches qui vont être un petit peu plus denses, vous verrez ça l'an prochain, et ça va donc augmenter progressivement la densité de la lithosphère océanique. Et cette densité, à un moment donné, généralement au bout de 40 millions d'années, 40 à 50 millions d'années, eh bien, cette lithosphère océanique va avoir une densité supérieure à celle de la sténosphère. Et donc, inévitablement, ça va engendrer un phénomène d'enfoncement de la lithosphère océanique qu'on va appeler subduction. Ce phénomène de subduction est aussi confirmé par l'étude faite par tomographie sismique, où on voit ici la plaque pacifique s'enfoncer donc sous la plaque des Tonga. Ainsi, ces différentes données prouvent l'existence du phénomène de subduction et permettent même de calculer sa vitesse qui peut atteindre jusque 7 cm. Donc avec toutes ces observations qui ont été faites depuis pratiquement maintenant un siècle, eh bien, on arrive à l'élaboration du modèle global de la tectonique des plaques, qui est ici représenté par ce schéma. Donc en permanence, de la lithosphère océanique est détruite dans les zones de subduction et produite au niveau des dorsales. La divergence des plaques de part et d'autre de la dorsale eh bien, permet la mise en place d'une lithosphère nouvelle à partir de matériaux d'origine mantélique. Dans les zones de subduction, eh bien, les matériaux de la lithosphère océanique eh bien, vont s'incorporer au manteau. Sur ce schéma, on se rend compte que le véritable moteur de la tectonique des plaques n'est pas l'accrétion au niveau des dorsales, mais plutôt la traction réalisée par les plaques qui entrent en subduction. Alors ce qui est intéressant avec ce modèle, eh bien, c'est qu'avec ce modèle, on peut réaliser des prédictions des vitesses et de déplacement des plaques en tout point du globe. Comme on imagine ici, eh bien, l'aspect de la position des continents il y a dans 60 millions d'années, dans 120 millions d'années, dans 250 millions d'années.
Et aussi, la tectonique des plaques finalement peut s'exporter pour aider à comprendre ce qu'on observe sur d'autres planètes, comme ici sur Mars, sur Valles Marineris, où on peut observer par exemple ici une faille avec un mouvement ici de coulissage.